Donc, merci beaucoup, Jean-Loïc. Donc, on va essayer de vous présenter l'intitulé de la demi-journée d'études. C'était les spécificités de la pratique instrumentale et vocale en période de Covid. Évaluation et caractérisation des paramètres entrant en jeu et interaction avec l'acoustique des instruments de musique. Euh, alors, bon, juste un avant-propos très rapide, mais normalement on doit faire, c'est juste pour dire que cette présentation ne donnera aucun lieu à des accords pratiques commerciales pour restreindre la concurrence, conformément à la loi antitrust européenne, et que cette présentation est l'avancement des travaux et des connaissances en date de ce jour. Et il convient de rester conscient de la nature évolutive de ces connaissances, ainsi que de l'interprétation de ces travaux qui n'est pas encore figée. Je suis désolé pour les bruits environnants. Alors, juste pour présenter rapidement, c'est un projet qui a été porté par différents partenaires. Donc, Buffet Crampon, pour qui je travaille, qui est un fabricant d'instruments de musique avant, mais aussi donc l'ITEM, que vous connaissez également, l'Institut européen des métiers de la musique, et également par la CSFI, que vous connaissez peut-être moins, qui est la Chambre syndicale des facteurs d'instruments français, et les Forces musicales, qui est un syndicat de professionnels d'orchestre et d'opéra. Pour ces travaux, on s'est aussi entouré de certains partenaires scientifiques, notamment ADER, qui est une société spécialisée dans la mesure d'aérosol. Donc, on reviendra un peu plus tard sur la notion d'aérosol. On a aussi fait des essais dans les locaux de l'IRSN, qui est l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, notamment dans leur salle blanche. Et ensuite, on a beaucoup travaillé en partenariat avec la société Andeo, qui est une start-up de l'ONRA, qui est en fait spécialisée dans la simulation, la simulation et la modélisation des fluides, donc plutôt spécialisée dans la mécanique des fluides. Et on a pu faire tout ça grâce au soutien financier du ministère de la Culture, également de la région Île-de-France, de la Fondation Bettencourt-Schuller, d'Audience et de la Direction générale des entreprises. Alors, en introduction, bon, je vais aller assez vite, mais donc, depuis un peu plus d'un an maintenant, avec l'arrivée du SARS-CoV-2 et le premier confinement, beaucoup d'activités ont été mises à l'arrêt, pas seulement la pratique instrumentale, mais beaucoup de différents milieux, mais les pratiques culturelles ont été très impactées. Et bien sûr, comme pour tous les domaines, on a peu d'informations sur ce virus, notamment sur ses modes de transmission privilégiés, sur ce qui était efficace ou non comme geste barrière ou comme mesure, ou même se désinfecter les mains ou les instruments. Et, donc, c'est pour ça que ça nous a paru très tôt comme primordial d'être proactif sur la question et d'essayer d'avancer sur les questions qui sont spécifiques à la pratique instrumentale et vocale, puisque, on va dire, un an avant, il y avait déjà peu d'informations sur les émissions de particules, ne serait-ce que pour la toux, la parole. Enfin, des travaux étaient existants et ils ont continué de croître, mais il n'y avait pratiquement rien sur les données spécifiques aux instruments avant, hormis le Vuvuzela, qui avait fait l'objet de publications, et non plus rien de spécifique au chant. Donc, il a apparu très vite une nécessité de caractériser ces deux activités. Alors, juste pour rappeler l'objectif de ces travaux, c'est donc de mener des recherches liées à des questions concrètes. Après, bien sûr, on n'est pas décideur, mais on est en lien, enfin, les différentes institutions que j'ai présentées avant sont en lien avec des professionnels qui recherchent des solutions pratiques, que ce soit au niveau de la fabrication, de la vente ou des enseignements. Et donc, notre rôle, il est plutôt dans celui de pouvoir remonter des informations au pouvoir public et d'essayer d'accompagner le secteur dans la crise sanitaire actuelle et, si possible, anticiper la suite. Alors, donc le projet, il s'appelle PIC-PIV. En fait, on peut le décomposer en deux parties. Donc, la première partie, PIC, à proprement parler, qui était PIC pour
protocole pour les instruments face au coronavirus. Donc ça, c'est dans cette partie, en fait, on s'est intéressé à savoir comment désinfecter tous les instruments de musique, sachant que, comme je vous disais, il y a peu de connaissances sur ce nouveau virus. On pouvait trouver des choses dans la littérature qui étaient essentiellement basées sur le SARS-CoV-1, le premier coronavirus ou d'autres virus, mais on n'avait aucune certitude sur l'efficacité de ces protocoles ou de ces produits pour désinfecter les instruments. Et en plus, on avait une double difficulté, c'est que, comme vous le savez, les instruments de musique peuvent être faits de différents matériaux ou revêtements. Donc, il n'y a pas des solutions uniques, mais il fallait aussi trouver des traitements qui soient adaptés, qui ne détériorent pas tous les instruments. Donc, pour cela, on a réussi à travailler avec un laboratoire qui s'appelle l'Unité des virus émergents à Marseille, et qui est un laboratoire de classe 3, c'est-à-dire qui manipule couramment plusieurs virus, et la Covid-19 est en classe 2, donc ils avaient déjà des souches de coronavirus, et on a pu faire des essais dessus. Et donc, on a pu tester l'efficacité de certains protocoles ou de certains produits, et ça nous a permis d'écrire des guides de désinfection pour tous les instruments de musique. Et ensuite, il y a la deuxième partie, donc PIV, pratique instrumentale et vocale, qui va être l'objet de la présentation d'aujourd'hui, où là, on a essayé de caractériser les émissions qui sont générées par les instruments à vent et le chant. Donc, ça consiste à des mesures d'aérosol. On a fait deux campagnes de mesures, une dans des conditions réelles, dans une salle de répétition à la Philharmonie, et une autre campagne de mesures dans un environnement contrôlé, en salle blanche, donc à l'IRSN. Et pour consolider tout ça, ou en tout cas essayer de comprendre un peu plus, on a aussi fait donc des simulations numériques, CFD, pour voir la propagation des particules via les flux d'air en sortie des instruments, ou lors de pratiques collectives par les chanteurs instrumentalistes. Mais aussi, on a aussi modélisé la propagation de ces aérosols à l'intérieur des instruments avant. Alors, juste pour en finir avec la partie 1, pour ceux qui seraient intéressés d'en savoir plus, savoir que donc, vous avez le lien ici en bas à droite. Les guides sont téléchargeables et sont régulièrement mis à jour sur le site de la CCFI et de l'ITEM. Donc, alors, juste on a mis quelques éléments de rappel sur la transmission du virus, simplement parce que ça va, ça justifie ce qu'on va présenter par la suite, parce qu'on parle souvent de gouttelettes, et en fait, donc il y a différentes tailles, on verra après. Donc, tout simplement, une personne infectée va émettre des gouttelettes qui ont différentes charges virales, donc elles sont plus ou moins concentrées en nombre de copies par millilitre. Et donc, il faut savoir qu'en permanence, on émet des gouttelettes, que ce soit quand on tousse ou quand on éternue, mais aussi quand on respire ou qu'on parle. Et que du coup, on distingue différentes tailles. Alors souvent, il y a un distinguo qui est fait entre les gouttelettes et les aérosols. Et il y en a qui mettent la limite, on va dire, à 5 microns. Il faut savoir qu'en fait, c'est un continuum de taille et que c'est vraiment plutôt leur comportement qui va influencer sur comment on les appelle. Donc, dans notre cas, on va parler d'aérosol quand c'est capable de rester en suspension, comme on peut voir sur le schéma, ou de grosses gouttelettes ou de gouttelettes quand ça va avoir une trajectoire balistique, et donc ça peut être inhalé surtout par une personne dans un rayon proche ou se déposer sur les surfaces. Donc voilà, dans le cadre des instruments avant, on sait qu'on émet des aérosols et que ça va s'accumuler. Il va y avoir des fluides qui vont s'accumuler dans l'instrument et qui vont pouvoir aussi ruisseler, donc se déposer peut-être sur les surfaces. Donc c'est pour ça qu'on avait besoin de préconisations sur les risques à la fois par contact et sur les risques aériens, donc tout ce qui est renouvellement d'air, etc. Et on met aussi pour rappel, donc le virus seul, il est estimé autour de 100 nanomètres, donc 0,1 micromètre. Et en fait, ce qu'on montre, c'est les différentes plages de taille qu'on va mesurer dans nos travaux. Et en fait, on voit qu'on s'intéresse vraiment à des tailles, une plage assez large. On commence bien en dessous de la taille du virus et on finit au niveau des gouttelettes, quoi. Donc, on essaye de balayer une grande plage. Oui, pour un titre indicatif, un diamètre de cheveux, c'est estimé autour de 100 microns. Donc, on est vraiment sur des tailles très petites et pas sur des postillons, par exemple, comme on pourrait croire. Donc, voilà. Et pourquoi on s'intéresse à la taille? C'est
parce que ça va influer déjà sur leur capacité à contenir du virus infectieux. Si c'est des tailles vraiment très faibles, on considère que ça ne va pas avoir un risque. Par contre, on ne sait pas à partir de quelle taille une gouttelette peut être potentiellement dangereuse et avoir une ou plusieurs copies de virus. Et ça va influencer aussi sur leur dispersion et leur propagation dans une pièce. Donc voilà, comme je disais, c'est des tailles continues. Mais là, par exemple, on a une publication de 2011 qui s'intéressait à la parole. Et on voit qu'il y a à la fois des gouttelettes assez fines. Enfin, ils ont utilisé plusieurs technologies sur une plage de taille qui va du nanomètre aux gros postillons qui sont pour le coup visibles à l'œil nu. Et on voit qu'en fait, ils distinguent différents modes selon l'origine de ces particules. Voilà. Et donc, oui, la taille qui va influencer aussi, c'est que la taille qu'on mesure, ça va dépendre de plein de choses, à la fois de l'humidité de la pièce, de la distance à laquelle on mesure par rapport à la source, de la façon dont on mesure. Par exemple, si on mesure par aspiration, comme c'est le cas dans un exemple à droite, si on mesure par aspiration, on peut déduire qu'à la fin, on aura des résidus secs et pas une gouttelette avec de l'eau dedans. Alors, les enjeux, alors pourquoi faut savoir que par exemple en France, à la suite du premier confinement et pendant de nombreux mois, donc tout ce qui était activité musicale ont été arrêtés, y compris les conservatoires, et notamment avec des a priori sur le fait que par exemple les instruments à vent ou le chant peuvent entraîner d'énormes flux d'air, et que ces flux d'air seraient chargés de quantités de particules potentiellement infectieuses en très grand nombre. Et cela, en plus, était appuyé par des cas de clusters, notamment dans des chorales en Allemagne ou aux États-Unis. Donc, comme on va le voir par la suite, en fait, il y a des premiers travaux qui ont été assez vite engagés pour évaluer en fait les flux d'air qui étaient générés par les instruments à vent. Ensuite, ce qui était très important, c'est donc de caractériser en fait ces sources de musiciens au niveau des particules. Donc, quelle était la concentration émise, quelle était leur granulométrie, leur émission par heure. Et est-ce qu'il y avait des différences est-ce qu'il y a des instruments plus émetteurs que d'autres? Est-ce qu'il y avait des différences entre des hommes, des femmes, des débutants, des amateurs? Enfin, il y avait énormément de questions qui se posaient. Et bien sûr aussi la volonté si on s'attendait à avoir des résultats entre guillemets, très importants, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme type de protection et qu'est-ce qui est efficace pour éviter leur propagation dans l'air ambiant? 1 minute. Donc juste très rapidement pour montrer un peu à quel point on a bien avancé depuis 1 an. Quand on voit avec du recul, les premiers travaux qui ont été faits, c'était vraiment souvent des orchestres même qui essayaient un peu de se justifier, de montrer qu'ils n'étaient pas si dangereux que ça. Et en fait, parce que la première accusation, on va dire, c'était sur les flux d'air. Donc il y avait des premiers travaux qui ont pas mal fait le buzz en mars-avril, qui étaient des orchestres qui essayaient de montrer que si on souffle, par exemple, l'orchestre de Vienne qui avait soufflé une solution de sel, chargée en sel dans les instruments, qui voulait montrer que ça n'allait pas à plus de... Enfin, le nuage ne pouvait pas s'étendre, je crois que c'était à plus de 80 cm, mais bon, c'est très qualitatif et c'était une condition particulière. Pareil, c'était l'orchestre de Bamberg qui essayait de montrer que sur un nuage artificiel, on ne faisait pas des grosses perturbations du nuage avec les instruments. Après, il y a des travaux un peu moins qualitatifs déjà qui étaient, par exemple, de la PIV, donc la Particle Image Velocimetry. C'était un chercheur de Munich qui avait fait des travaux de visualisation de flux d'air. Donc, on voyait en fait par pixel la vitesse de chaque pixel et voir jusqu'où ça pouvait aller. Donc, et après, il y a eu des travaux aussi par strioscopie ou FLIREN qui montraient... donc c'est basé sur la densité de l'air en fait par visualisation, et donc il montrait jusqu'où on pouvait constater une perturbation. Et là en parallèle il faisait aussi des mesures de vitesse à différentes distances avec un anémomètre. Et donc le but c'était de montrer aussi par où l'air peut s'échapper, parce qu'il y avait une des questions qui se posait pour les bois notamment, surtout pour les bois.
Est-ce que tout sort par le pavillon? Est-ce que ça peut sortir par les trous latéraux? La réponse d'après les travaux comme celui-ci en stéréoscopie, c'est qu'on voit quand même des petits flux d'air qui peuvent sortir par les trous latéraux. Mais on voyait aussi qu'il pouvait y avoir des fuites d'air, notamment au niveau de la bouche et surtout sur des débutants apparemment. Voilà, comme on peut voir ici avec la clarinette. Voilà, et puis juste pour finir sur ces vitesses d'air, après il y a quand même plus de... Les publications qui sortent, généralement, s'intéressent aussi, celles qui s'intéressent aux aérosols font aussi parfois des mesures de vitesse. Donc, à gauche, par exemple, avec des anémomètres, on voit qu'il y a quand même souvent sur des vitesses très faibles par rapport aux vitesses d'air qu'il peut y avoir dans une pièce à cause de la ventilation, par exemple. Et que contrairement à ce qui était redouté en début d'épidémie, on ne va pas projeter ou faire des perturbations d'air sur des grosses distances. Donc, par exemple, à droite, là, au Minnesota, et regardez sur quelle distance il y a une vitesse d'air plus élevée que dans l'environnement. On n'était jamais au-dessus de 30 cm. Alors, donc les travaux que nous avons réalisés nous-mêmes, donc comme j'ai dit précédemment, on a fait 2 campagnes de mesure. Donc la première a été en septembre 2020, donc c'était des mesures en conditions réelles. Donc c'était dans une salle de répétition de la Philharmonie de Paris qui nous avait été mise à disposition. Et on a voulu faire, je pense, énormément de mesures de concentration de particules, donc sur des mesures individuelles, mais également des mesures collectives pour mesurer les débits d'air expirés. Et on a donc fait également des simulations numériques. Et juste pour initier, donc après on a fait d'autres mesures en décembre 2020, donc cette fois en environnement beaucoup plus contrôlé, en salle blanche. Et cette fois, on s'est limité au cas du chanteur et du clarinettiste. Donc, juste pour montrer le principe d'une mesure d'aérosol, donc en fait, on a un appareil de mesure, on a un tuyau de prélèvement, on voit ici, et donc c'est un tuyau qui va aspirer une quantité d'air et qui va convertir en fait ce que ça aspire en un nombre de particules et voir aussi une granulométrie comme on peut voir sur le graphique en bas à gauche. Donc, à la Philharmonie, on a testé en tout 10 instruments avant, 2 trompettes, un tuba, un hautbois, 2 saxophones, 3 flûtes, une clarinette, et 14 chanteurs avec des chanteurs de différentes tessitures, 5 barytons, 2 ténors, 2 altos, 5 sopranos. Et donc, on leur a fait faire des différentes activités. C'est pas là, excusez-moi. Non. OK. On leur a fait faire différentes activités et on a aussi essayé de mesurer leur débit d'air moyen sur 1 minute. Donc, c'est ce qu'on présente sur ce diagramme ici. Donc, en ordonnée, vous avez le volume d'air expiré en litres par minute. Et en abscisse, vous avez les différents instruments. Donc, on voit que pour les voix, on a de la variabilité, mais on a quelque chose qui est, on va dire, un peu en dessous de 10 litres par minute en moyenne. Et par contre, on voit sur les instruments avant, par exemple, que entre le tuba, où on a des valeurs de l'ordre de 27 litres minute, et un hautbois où on est inférieur à 3-4 litres, ce n'est pas du tout la même chose. Et ça, c'était une mesure qui était importante pour nous parce que ça permet après d'alimenter, lors de la simulation, les débits d'air moyens qui sont injectés. Et alors, comme vous le voyez sur les images à gauche, en fait, donc, c'est un compteur en fait, qui ressemble un peu à un compteur à gaz et qui fonctionne sur le même principe, mais on mettait directement ou l'embouchure, ou l'ange double, ou le bec de saxophone, une clarinette, et on était en auto-oscillation pour vraiment essayer de reproduire ce qui se passe quand on joue d'un vrai instrument. Alors ici, c'est un exemple. Donc, à gauche, vous voyez l'évolution temporelle. Et donc, on demandait à chaque fois aux musiciens de faire différents exercices. Par exemple, là, on lui demandait de souffler uniquement dans son instrument. Alors, avant, ce qu'on voit, excusez-moi, tout à gauche, c'est le blanc, donc c'est le bruit ambiant de la salle. Ensuite, on le faisait
souffler, produire un son uniquement avec son embouchure. Donc, vous voyez, on a un petit pic qui apparaît ici. Après, on lui demandait de souffler dans toute sa trompette et l'embouchure, mais sans faire de son. Et après, on lui a fait faire différents morceaux. Alors, il y a 2 morceaux, un lent et un rapide. On l'a fait faire 3 fois 1 minute en faisant des pauses. Et après, on continue. Ici, vous voyez la première trompette et ici, la deuxième trompette où on a demandé les mêmes exercices. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la surconcentration particulière mesurée est faible, voire très faible. Les particules générées se distinguent mal du bruit de fond. Le renouvellement d'air et le volume de la pièce permettent une dilution rapide des particules dans l'air ambiant. Et donc, c'était dur d'avoir des mesures significatives, étant donné qu'on ne se dégageait pas suffisamment du bruit. Cependant, on voit déjà qu'on a quand même de la variabilité entre les individus, puisqu'on n'a pas du tout le même résultat pour la trompette 1 et trompette 2. Alors, c'est entre les individus, mais c'est aussi lié à la mesure, puisque le musicien, comme vous le voyez ici, bien qu'il soit en phase d'étude de prélèvement, les distances pouvaient évoluer dans le temps et elles pouvaient ne pas être exactement les mêmes entre 2 musiciens. Donc, on a fait également des mesures en pratique collective. Donc ici, c'est toujours la même salle et on a fait des mesures avec un chœur professionnel de 14 chanteurs et l'Orchestre de Chambre de Paris avec 11 musiciens, dont 7 instruments avant, qui ont performé pendant 1 heure et on a mesuré en différents points, c'est-à-dire à 50 cm, à 3 mètres et à 8 mètres, pour simuler, être au sein du chœur ou de l'orchestre, à la position du chef d'orchestre ou à la position du premier rang, en espérant voir un phénomène d'accumulation des aérosols, toujours un peu avec l'idée que potentiellement ça émettait beaucoup d'aérosols. Donc ici, vous avez le relevé en temporel des mesures. Donc le blanc avant, où en fait les personnes étaient présentes dans la pièce, mais elles ne chantaient pas et elles étaient masquées. En bleu, c'est pendant 1 heure la pratique du chœur, et le blanc ensuite. Et la même chose pour l'orchestre. Donc, ce qu'on peut dire, un non-résultat est un résultat, c'est que dans les conditions de cette salle, du nombre de personnes, du taux de renouvellement d'air, on n'a pu observer aucune surconcentration particulière liée à la pratique musicale. Donc, on a fait des simulations pour comprendre un peu ce qui se passait. Donc, ici, vous avez en haut à gauche la simulation du chœur et en bas de l'orchestre. Et en fait, on s'est aperçu alors déjà qu'il y avait un fort effet de convection dû à la chaleur corporelle. C'est-à-dire que, donc là, on parle vraiment des aérosols. Alors, on n'aime pas donner une taille, mais on va dire ce qui ne subit pas la gravité immédiate, on va dire, donc plutôt quand même inférieur à 5 microns. Et donc, ça va d'abord suivre les panachés thermiques liés à la chaleur des corps. Donc, bien sûr, le chant, la source étant très proche du corps, on a un effet thermique encore plus important qu'un instrument où justement le flux d'air sera déporté par rapport au corps. Donc, on a pris en compte ces effets thermiques et on a pris aussi en compte l'effet de la ventilation. Et donc, en prenant ces 2 paramètres en compte, on voit que, et le volume de la pièce et le taux de renouvellement de la pièce, on a une dilution très, très, très rapide des aérosols dans l'ensemble du volume et le renouvellement d'air qui fait que en fait, c'était quasiment impossible de pouvoir observer, en tout cas mesurer, un phénomène d'accumulation dans ces conditions. Alors, il y a quand même quelques résultats qu'on a pu exploiter. Donc, ici, l'exemple du saxophone alto. Et alors, je vais commencer à droite. Ici, vous avez une représentation, donc c'est la quantité de particules en centimètres cubes par le diamètre des particules. En bleu, vous avez le bruit de fond. C'est la même chose sur le graphique du milieu. Donc, en bleu, c'est le bruit de fond. Et la différence entre le graphique du milieu et celui de droite, c'est que droite, on mesure en sortie de bec directement. Donc, on est en auto-oscillation, mais il n'y a pas l'effet de toute la longueur, tout le corps de l'instrument. Et à gauche, on est au niveau du pavillon.
Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une baisse significative des concentrations entre le bec et le pavillon. Et donc, ce qu'on se demande à l'époque, c'était est-ce que ça veut dire que les aérosols se déposent dans l'instrument? Est-ce que ça veut dire qu'elles s'évaporent pendant leur trajet? Et donc, ça, on a essayé d'y répondre avec la simulation. Et donc, on a simulé en fait les conditions de mesure avec un modèle un peu plus complexe qui prend en compte l'évaporation. Et alors, je vais passer sur les détails, mais en fait, donc là, vous voyez en bas à gauche, c'est un pavillon de trompette avec le tube de prélèvement. Au milieu, en fait, la barre rouge, c'est la sortie du pavillon. Et en fait, le fil bleu qui descend, là, c'est le tuyau de prélèvement. Donc, en fait, on voit que sortie du pavillon, très rapidement, on va dire de l'ordre de 4-5 cm, tout s'est dispersé ou évaporé. Par contre, voilà, si on est les tubes de prélèvement à moins à cette distance-là, on a des particules qui partent dans les tubes de prélèvement. À savoir que les tubes de prélèvement avaient une longueur assez importante lors de cette campagne de mesure, de plusieurs dizaines de centimètres. Et en fait, la simulation a aussi montré que si les tubes de prélèvement faisaient plus de 30 centimètres, c'était uniquement les résidus secs qui étaient mesurés, puisque les particules liquides auraient été complètement évaporées, en prenant le bémol que ce qui est simulé, c'est de l'eau pure et que ce n'est sûrement pas que de l'eau pure. Donc, on a fait d'autres simulations qui ont surtout une valeur de comparaison. Donc, on a simulé en fait la propagation d'aérosols. On a pris 3 tailles de particules, 0,5 microns, 5 et 50 microns. Et donc, on a pris les débits qu'on avait mesurés dans le Gallus à la Philharmonie pour chaque instrument. Et on a regardé quel était le devenir de ces particules. Et on a fait ça pour la trompette, le saxophone alto, la clarinette, le hautbois et la flûte traversière. Sachant que, donc, en fait, on injecte à un débit constant ces particules de manière constante. Donc, on est quand même assez éloigné du fonctionnement réel d'un instrument avant, mais ça permet au moins de donner les tendances en termes de comparaison. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que déjà, on a confirmé ce qu'on avait pu observer l'essai Philharmonie entre le bec et l'instrument complet dans le cas du saxophone, c'est-à-dire que quel que soit l'instrument, 100% des gouttelettes de plus 50 microns vont se déposer sur les parois de l'instrument. Donc, elles vont se déposer, elles vont ruisseler. Il y a une grande question qui reste en suspens, c'est est-ce qu'elle peut se réaérosoliser? J'espère qu'on pourra y revenir plus tard. Et après, sinon, concernant les particules de taille plus petite, de 0,5 et 5 microns, leur dépôt, ou plutôt le fait qu'elles vont sortir de l'instrument, va dépendre plus de la géométrie de l'instrument. Par exemple, dans le cas du saxophone alto qu'on voit en bas à droite, on a des coudes. Et donc là, on voit donc c'est des profils de vitesse qui sont simulés. Donc plus c'est rouge et plus la vitesse est rapide, et plus c'est bleu, il y a une vitesse nulle. Et donc là, par exemple, typiquement, dans un bocal de saxophone, ici, vont impacter les particules, et même des particules de 5 microns ou plus petites vont avoir tendance à se déposer et ruisseler. Un autre exemple qu'on peut prendre, là, c'est le cas du hautbois. Donc là, on est dans un doigté où, en fait, je ne sais pas si vous voyez en blanc, là, c'est les trous qui sont fermés, mais à partir de là, tous les trous sont ouverts. Et en fait, on voit bien que le jet est très, très centré, et même qui ne touche presque pas la paroi du fait de la conicité du hautbois. Ce qui fait que, par exemple, on va avoir encore moins de
de particules qui peuvent ressortir par les clés que la clarinette qui a une perce cylindrique. Voilà. Et pour ces deux instruments, que sont la clarinette et le hautbois, eh ben, on n'aura presque pas de dépôt des particules de 0,5 et 5 microns du fait qu'ils soient droits, et en plus, on les joue vers le bas, ce qui entraîne, ce qui va dans le sens de la gravité. Et donc, ces gouttelettes vont se déposer, enfin, celles qui ne vont pas se déposer vont sortir principalement par le pavillon, puisque elles vont suivre le flux d'air principal. Et même si on a aussi simulé des doigtés où toutes les notes étaient ouvertes, le flux d'air principal continue à être centré et ressortir par le pavillon. Donc, même s'il y a ce qui explique qu'en fait, il y a très peu de particules qui ressortent au niveau des clés. Romain? Oui, oui, oui. Donc, suite à ces mesures qui ont été faites à la Philharmonie et pour aller un peu plus loin et ensuite avoir un meilleur rapport de signal sur bruit, en quelque sorte, avec plus de particules mesurées par rapport au bruit de fond, et des mesures qui ont été conduites en salle blanche. Donc, c'était une campagne qui a eu lieu en décembre 2020, qui est une salle, en fait, typiquement utilisée pour des mesures d'aérosols ou autres, mais en tout cas, pour lesquelles la concentration en nombre de particules par litre est extrêmement faible par rapport à une condition standard, quoi. Donc, on veut à ce moment-là vraiment discerner ce qui serait uniquement les particules qui soient générées par le champ, et avec, voilà, vraiment pour différencier cela d'un bruit. On était de l'ordre de moins d'une particule par centimètre cube dans cette salle, hein, ce qui est assez faible, alors que dans une salle standard, c'était déjà plus de 30 environ. Donc, on va mesurer dans cette campagne-là le nombre et la taille des particules. Donc, c'est la granulométrie, ça va être la distribution de cette taille de particules entre 70 nanomètres et 18 micromètres en combinant les deux équipements. Et avec différentes configurations qui vont être comparées à différents éléments. Michael, tu peux changer la slide. Donc pour les mesures, elles se sont déroulées en 3 jours, avec une première journée de mise en place et puis ensuite une journée consacrée aux clarinettes et une autre journée aux chanteurs. Il y a eu 5 participants pour les clarinettistes et 5 pour les chanteurs, qui étaient tous des chanteurs et chanteuses lyriques. Et avec pour tâche une note tenue de 10 secondes à un certain niveau sonore qui était mesuré avec un sonomètre, donc c'est des BA. Et puis pour les chanteurs, il y avait une note tenue aussi à la fréquence à laquelle ils pouvaient la tenir 10 secondes et de façon confortable. Parce qu'après, ils le feront avec un masque, donc il fallait quand même que ce soit assez confortable. Pendant 10 secondes aussi sur une voyelle. Quelques variations quand même autour de ce premier protocole de note tenue, c'est qu'il y a eu 3 notes qui ont été faites pour la clarinette, qui correspondaient à 3 différents doigtés, ce qui sont le si bémol, le sol et le mi de la clarinette. Et donc, il y a plus ou moins de trous latéraux qui sont fermés. Et puis, pour les chanteurs, une même note, mais qui était chantée 2 fois avec 2 intensités sonores. Et donc, en étant suffisant, avec un protocole, un dispositif qui faisait que les chanteurs et les clarinettistes étaient toujours à la même distance des tubes de prélèvement, qui faisaient moins de 30 cm, qui avaient été optimisés par des calculs aussi pour être sûr de mesurer des résidus secs, mais aussi encore des bouclettes. Quelques éléments, donc les tâches, elles ont été répétées 10 fois par personne, puisqu'il y a eu 5 répétitions de notes tenues avec une protection et 5 répétitions sans protection. Comme ça, nous allons pouvoir voir la variabilité entre les individus et pour un même individu, en fait, la variabilité lors d'une tâche qu'il fait, qui sont on va avoir des coefficients de variation supérieurs à 100% en fait. Et ça va nous permettre aussi de caractériser l'efficacité des protections et voir l'impact de l'intensité sonore sur la note jouée. Michael, si tu peux changer. Un exemple de chant, une vidéo peut-être. Je ne sais pas si tu as partagé ton son. Non. Voilà, donc on entend normalement la personne qui chante. Une note tenue pendant 10 secondes avec un dispositif pour être toujours à la même distance du tuyau de prélèvement dans cette salle. Et une autre vidéo pour la clarinette. Voilà.
Donc avec voilà, chronométrer la note, puis une mesure de l'intensité. Il y a un dispositif qui permet de faire grossir les tailles de particules aussi, parce que les appareils fonctionnent de cette manière-là, avec l'injection de butanol en fait, qui permet d'augmenter artificiellement leur taille pour que les mesures optiques se fassent dans de meilleures conditions. Quelques éléments sur l'influence de la note jouée par la clarinette. Donc, sur la gauche, on peut voir les simulations de CFD pour les 3 notes, donc si bémol, sol et mi grave, hein, dans une note instrument. Hein. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a principalement un flux au niveau du pavillon, hein, qui est le flux principal, là, qu'on voit comme une sorte de réacteur. Hein. Et puis, quelques éléments au niveau des trous latéraux, en fait, que tous les trous sont ouverts, on voit qu'il y a quand même aussi des dispersions de par les trous latéraux, ce qui est montré là avec le curseur. Et puis, quand tous les trous sont fermés, forcément, tout ressortira par le pavillon au niveau du flux d'air. Et puis, de façon intermédiaire, il y a quelques sur le sol, par exemple. Quand il y a la moitié des trous ouverts, on voit bien qu'il y a, dans ces simulations-là, l'air aussi qui s'échappe par ces trous latéraux. Donc, sur les graphiques de droite, on va avoir les 2 appareils de mesure, l'un qui s'appelle le CPC et l'autre le FIDAS, qui vont avoir donc la granulométrie qui est montrée sur la droite, 7 nanomètres, 5 micromètres et 180 nanomètres, 18 micromètres. Et puis donc, les résultats pour les 3 notes sans protection, avec les 2 appareils. Donc, pour chaque clarinettiste, ce qu'on peut voir, par exemple, c'est que si on compare le clarinettiste, par exemple, le 3 avec le clarinettiste 4 sur les notes, il va y avoir d'énormes différences en termes de particules avec des facteurs, en fait, où on passe entre 100 et 200 particules au niveau de la moyenne ou de la médiane jusqu'à plus de 500, ce qui fait une variabilité entre les personnes énorme. Et si on regarde uniquement le clarinettiste 4, eh bien, ces émissions pour une même tâche et sur une même note peuvent passer de l'ordre de 100 jusqu'à 900 particules, quoi. Ce qui fait une dispersion énorme pour une même personne et aussi entre les personnes, et ce qui est aussi observé avec les 2 compteurs. Tu peux peut-être passer à la suivante. Voilà. Et donc, voilà, ce qu'on peut déjà dire, c'est que pour 5 clarinettistes sans protection, avec une tâche identique, dans des conditions identiques, hein, et répétables, et donc chaque clarinettiste obtient des valeurs vraiment extrêmement variables. Ce qu'on voit entre les clarinettistes, tu peux changer aussi les feuilles. Quelques éléments sur la taille des particules qui ont été mesurées entre les chanteurs et les clarinettistes. C'est que les chanteurs, en fonction du volume, il y a très peu de variations au niveau de la moyenne des valeurs, des diamètres de particules qui ont été mesurés, donc de l'ordre de 0,3 micromètres. Il y a assez peu de variations. On voit bien qu'il y a beaucoup moins de particules à faible niveau qu'à haut niveau. Et puis pour les clarinettistes, il va y avoir aussi un léger effet, apparemment, en fonction de la note, entre par exemple le mi et le sol, les particules dont la taille moyenne passe de 200 nanomètres à 290 nanomètres. Pour information, la taille du virus actuellement, elle est estimée de l'ordre de 100 nanomètres. Donc, c'est des particules qui potentiellement peuvent peut-être porter du virus, mais ça, c'est une autre question et on y reviendra plus tard. Donc voilà les dimensions des particules. C'est les tendances qui sont similaires à la littérature, même si en général, la littérature mesure des particules plutôt de l'ordre du micron quand même, dans plusieurs études. Tu peux passer. Voilà, j'en ai parlé au niveau, quand j'ai comparé la granulométrie, mais sur l'influence du niveau sonore, on peut voir qu'il y a une très forte influence du niveau sonore, puisque presque systématiquement, mis à part pour le contre-ténor 2, lorsque l'on passe de 105 dB à 90 dB, il y a une diminution quand même des émissions de particules. Donc pour une même note avec 15 dB de différence, eh bien, il y a une différence significative selon le niveau sonore, d'un facteur de 3 jusqu'à 10 pour les plus grandes variations. Ce qui est cohérent avec la littérature scientifique sur la parole et le chant depuis un certain temps qui publie ces éléments-là. Et puis, c'est une tendance similaire aussi qui a été observée sur la clarinette, la corrélation entre l'intensité acoustique et puis le nombre de particules mesurées. Voilà. Michael, si tu peux passer. Quelques points aussi sur l'efficacité des protections maintenant, puisque c'est des travaux que nous voulons valoriser aussi en mettant bien l'accent sur les protections.
c'est que sur la graphique de droite, donc, il y a marqué AP, c'est avec protection, et SP sans protection. On voit qu'il y a une énorme différence en fait en termes de particules par centimètre cube. Hein, les P/cc, c'est vraiment une concentration de particules. Hein. Et donc, avec protection, on retombe systématiquement au niveau du bruit de fond, en fait, qui est la ligne bleue, qui était la mesure qui était faite sur un équipement indépendant qui mesurait le nombre de particules, la concentration en particules dans la pièce. Donc, on a une énorme efficacité du masque. Alors, suivant ce graphique, mais attention parce que c'est une efficacité de filtration lorsque la mesure elle est faite en face et qu'on n'a pas ici mesuré des fuites potentielles sur les côtés, ce qui a fait l'objet de travaux par l'équipe de CAPA qui ont été publiés aussi. Effectivement, et comme le dit Manouk, c'est ce qui est mesuré, en fait, c'est ce qui arrive ou non au niveau du tuyau et dans l'appareil de mesure. Et qu'effectivement, il peut y avoir aussi des variations de ce type-là. Et donc, juste par rapport à la notion de fuite, hein, c'est que ce qui a été mesuré donc, par l'équipe de CAPA et dans les travaux ACDI, je ne sais plus, c'est 2020 en tout cas. Il y aura même en prenant en compte les fuites latérales, une efficacité du masque en émission supérieure à 70%. Michael, si tu peux passer à la suivante. Maintenant, un autre élément de protection qui est le bell cover, c'est une sorte de charlotte qui se met sous le pavillon avec un maillage qui peut être variable et puis effectivement en fonction de sa déformation et de son extension peut varier aussi. Et on a de façon générale une réduction significative aussi des concentrations mesurées au pavillon, donc avec une diminution pour les instruments, mais qui ne sera pas forcément systématique ou aussi influente pour la note Mi, qui est la note pour laquelle tous les trous sont fermés et où ça passe uniquement par le pavillon. Je crois que je ne me trompe pas. Et donc, il y aura bien, c'est nickel. Il y aura bien, du coup, une influence quand même, a priori positive de ça, même s'il peut toujours y avoir aussi une émission par les trous latéraux et que l'effet du bell cover, il y a une modification en fait de la sortie de l'instrument, donc il peut y avoir un peu plus de fuite latérale, mais en tout cas, à la mesure au niveau du tube de prélèvement au niveau du pavillon, c'est assez influent. Et en simulation aussi, ce qui a été observé, c'est qu'il y avait un peu plus de dépôts sur les parois quand il y avait présence du bell cover aussi. Michael, si tu peux passer à la slide suivante. Donc voilà, on prend aussi ces éléments-là de façon vraiment synthétique. Hein, donc avec protection, WP par rapport à sans protection WOP, on a une réduction quand même significative des mesures à l'endroit du prélèvement, bien sûr. Dessus, même si pour la note de Mi, sur le FIDAS, ce n'est pas statistiquement significatif. Voilà. Il peut y avoir encore telle variabilité que ça se chevauche encore pas mal. Donc, je peux passer aussi à la suivante. Donc voilà, les simulations avec le bell cover ont montré que par exemple, il y avait plus de dépôts sur les parois, donc c'est ce qui est mis en gras, sans et avec bell cover. Plus de dépôts sur les parois, théoriquement, hein, par les simulations, lorsqu'il y a l'utilisation de ce genre d'équipement. Donc, c'est potentiellement quand même une réduction de ce qui va ressortir de l'instrument et ça augmente le dépôt sur la paroi, ce qui peut être une piste aussi pour diminuer l'émission de particules. On peut voir donc sur ce graphique, hein, c'est les résultats tels que présentés pour la CFD, mais il y a différentes gammes de particules qui ont un facteur 10 entre elles, donc 0,5, 5 et 50. Et donc, les plus grosses particules, 50, et on ne les a pas mesurées non plus. On avait un appareil qui s'arrêtait à 18 micromètres, mais on a mesuré extrêmement peu de particules qui étaient même au-delà de 5 micromètres. Et suivant les simulations aussi, il y a a priori la totalité du dépôt à 50 micromètres, même s'il peut y avoir différents facteurs qui puissent avoir une influence sur cette sortie-là. Michael, c'est la suivante. Voilà, donc quelques éléments aussi hein, avec la protection et sans la protection, c'est qu'on a quand même des particules beaucoup plus petites qui font 220 nanomètres environ avec sans protection et 300 nanomètres environ avec protection. Donc, il peut y avoir un impact en fait de la protection qui laisserait plus passer des grosses particules. Cela dit, il y en a quand même moins aussi qui ressortent. Mais là, on peut voir que ça va quand même jusqu'à, on a quand même des particules 6, 7, 8 micromètres, par exemple,
qui ressortent avec cette protection. Donc la question des possibilités de réaérosolisation s'est posée avec le bell cover, et c'est là où on peut avoir un lien avec l'acoustique musicale pour la prochaine slide. C'est que pour cela, on a voulu, avec un vibromètre laser PDV100, mesurer le comportement vibratoire du bell cover et du pavillon, en fait, hein, avec un vibromètre laser monopoint qui allait mesurer les vitesses au centre du bell cover et sur le pavillon. Et donc, la question est, et ça, nous, on n'a pas les éléments pour ça, on a juste mesuré les niveaux. Est-ce qu'il y a un niveau suffisant pour mettre en suspension les particules? Donc, on a une mesure de réponse en fréquence qui nous donne, en fait, sur laquelle on voit déjà, sur le bell cover, sur la membrane, les fréquences de la note jouée, avec la fondamentale et les 2-3 premières harmoniques. Après, il y a quand même une diminution très, très importante du niveau et on a du mal à les distinguer du bruit. Mais on voyait la fondamentale et les premières harmoniques en mouvement, en déplacement du. Et donc, entre 20 et 30 mm par seconde en vitesse, ce qui correspondait à une valeur extrêmement faible au niveau en déplacement à cette fréquence-là. Et donc, on était sur le pavillon seul, on était à des valeurs de déplacement qui étaient plus importantes que sur le bell cover, aux notes de jeu, aux fréquences de jeu. Et pour la suite, 20 mm par seconde en dessous de 20 Hz, c'est qu'on observait aussi qu'il y avait vraiment un phénomène visible à l'œil nu, surtout d'autant plus quand on voyait le point rouge du laser qui était une forte intensité lumineuse, et on le voyait vraiment osciller au moment où la note était jouée. Donc il y a vraiment un gonflement du bell cover tout le long de l'émission, plus des vibrations du bell cover inférieures à 20 Hz et qui seraient vraisemblablement dues à des phénomènes de turbulence de l'écoulement d'air quand il va passer par la hanche. Mais quand on regarde en fait au niveau des vitesses, ça représente des déplacements qui sont inférieurs à 0,5 mm en dessous de 20 Hz. Mais est-ce que ça peut favoriser, comme quand on fait bouger du sable avec des plaques de Chladni pour voir un petit peu les figures des modes, est-ce que ça ne suffirait pas pour remettre en suspension des aérosols, notamment si le bell cover est fait d'une matière qui est hydrophobe, par exemple. Voilà pour cette partie-là. Je ne sais pas si vous voulez enchaîner, Mickaël ou Milena, sur la suite pour les grandes conclusions. Alors, il y a juste une chose en plus pour rappeler qu'évidemment, nous, on essaye de caractériser ce qui est propre à la pratique musicale, mais que quand on parle de risque de transmission, ça dépend évidemment aussi de la connaissance du virus et qu'il y a plein de questions qui sont encore en suspens sur, par exemple, la dose infectante. Donc, combien de copies il va falloir pour infecter une personne? À partir de quelle taille on peut considérer qu'une particule va être dangereuse? Parce qu'on a vu qu'on a une grande majorité de particules très fines. On ne sait pas à partir de quelle taille il faut commencer à les considérer. La viabilité du virus dans l'air, pareil, c'est quelque chose qui est encore assez peu connu. Alors, combien de temps il va pouvoir rester infectieux? Et il y a aussi la partie, là on parle de rôle des super émetteurs, parce que certaines études montrent qu'il y a une minorité de personnes qui va pouvoir émettre 10 ou 20 fois plus de particules que d'autres et qui vont avoir un rôle super important dans le risque, dans la contamination. Voilà. Et on ne sait pas non plus si une personne malade va émettre plus ou différemment qu'une personne saine. Voilà, ce qui pourrait aussi influer. Donc voilà, sur les conclusions, juste pour la partie sur nos travaux. Donc, s'il fallait retenir juste ça, ce serait qu'on a mesuré surtout des particules par les instruments avant qui sont de petite taille, donc généralement moins d'un micron dans nos conditions de mesure, avec une taille médiane qui est entre 200 et 300 nanomètres. Mais qu'évidemment, cette taille, elle évolue rapidement et qu'elle va dépendre de la façon dont on l'a mesurée. Que sur leur dispersion, d'après nos CFD, nos simulations, elles ont tendance à se déposer sur les parois et que le plus gros risque, c'est probablement le phénomène d'accumulation et d'écoulement vers le pavillon. Que pour les particules qui ne se déposent pas, par contre, elles vont sortir très majoritairement par le pavillon et que, d'après les simulations, encore le rôle des trous latéraux a l'air très, très faible. Et que donc les vitesses d'air sont assez peu élevées en sortie d'instrument. Et que donc c'est plutôt les flux d'air dans la salle qui vont influencer plus que la vitesse d'air émise par l'instrument. Donc voilà, après on montre juste quelques slides sur parce qu'on a fait aussi un travail de veille des travaux qui pouvaient paraître
sur le sujet. Donc au début, c'était assez limité à des travaux, comme j'avais montré, qualitatifs sur les flux d'air. Puis il y a de plus en plus d'équipes qui ont travaillé sur les émissions d'aérosols. Donc il y en a qui ont fait sur les champs, sur les instruments à vent, d'autres sur le champ et d'autres qui sont intéressés aux deux sujets. Donc voilà, je donne un aperçu. Donc il y a des études qui sont parues assez tôt, par exemple en Suède ou sur le champ notamment, sur l'efficacité des masques. Après, il y a l'Université du Minnesota aussi qui a publié différents travaux sur les instruments à vent. L'Université de Bristol qui a fait une grosse publication d'abord sur les chanteurs avec une cohorte assez importante puisqu'ils avaient 25 chanteurs et qui travaillent actuellement sur les instruments à vent. Pareil, l'Université de Berlin, donc c'est plus une université à la base médicale qui travaille aussi avec une université technique qui a publié sur les chanteurs, mais qui est en train de faire des mesures sur les instruments à vent, et l'Université du Colorado. Donc on voit qu'il y a différentes spécialités. En fait, il y en a qui sont plus sur la médecine, d'autres qui sont plus des chercheurs en aérosol, mais qui vont tous aborder le sujet un peu différemment. Par contre, il n'y a pas d'équipe proprement du monde musical qui travaille là-dessus. Tu veux rajouter quelque chose? Ok. Donc voilà, donc les deux grandes études qu'on a, pardon, je vais revenir là, mais les deux grandes études les deux principales équipes qui ont travaillé dessus, c'est des équipes américaines sur les instruments à vent, c'est sur le Minnesota et le Colorado, Boulder. Et donc en fait, il y a des études qui essayent de comparer les instruments entre eux, mais en fait, comme on l'a montré nous avec 5 clarinettes, c'est que c'est très difficile de donner une valeur générique pour un instrument. Quand on voit l'énorme variabilité qu'il y a entre deux instrumentistes et même pour un même instrumentiste en faisant la même chose. Donc il faut prendre beaucoup de recul sur les études qui vont comparer les instruments entre eux parce qu'au final, ça va vraiment dépendre de la personne et des conditions dans lesquelles elle joue. Voilà, que par exemple, l'étude du Minnesota, il y avait 1 ou 2 musiciens par instrument. Ils en ont quand même déduit une classification d'instruments les plus dangereux, ce qui nous semble un peu tôt pour faire ce genre de classement. Et en fait, ils ont classifié les risques en comparant avec la parole qui est en rouge et la respiration qui est en vert. Et donc, ils classaient les instruments selon s'ils émettaient plus ou moins qu'en respirant ou en chantant. Donc, la PSI, c'est des concentrations en particules par litre. Voilà, par instrument. Et pareil pour l'Université du Colorado qui a aussi fait... chaque barre représente un instrumentiste, donc il y en avait plus ou moins par instrument, et on voit qu'il y a quand même des moyennes assez différentes et des écarts types assez grands pour chaque instrument et pour chaque personne. Voilà, après, il y en a qui ont essayé de faire des hypothèses sur les différentes entre les instruments. Donc ça, c'est notamment le Minnesota qui, lui, essaie de classer les instruments. Donc, lui, il va étudier, son hypothèse, c'est lié au design des instruments, et notamment à l'embouchure, puisqu'en fait, les concentrations ont l'air de dépendre du phénomène de dépôt. Donc, il va regarder ce qui se passe. Pour lui, c'est lié à la trajectoire des particules déjà à l'embouchure. Donc, est-ce qu'elles vont être plus ou moins impactées au niveau de l'anche ou au niveau de l'embouchure ou du biseau? Donc, c'est selon lui pourquoi, la raison, par exemple, pour laquelle la trompette a été plus émettrice. Et il dit il y avait des tubes qui n'étaient pas forcément très longs et quand on souffle dans une embouchure de trompette, la trajectoire des particules est toute droite et ne va pas forcément se déposer. Il dit idem pour le hautbois qui était le deuxième instrument le plus émetteur. Voilà. Après, il y avait aussi il classe pour 2 instruments avec une embouchure similaire. Plus il y a un tube, plus il y a une longueur de tube élevée ou plus il y a de coude, plus il va y avoir de dépôt. Ce qui fait sens, mais ça justifie un peu son classement aussi, mais bon, ça nécessite quand même de faire ces travaux sur plus d'individus. Après, il parlait aussi de l'influence du niveau sonore. Et donc, il regardait la corrélation sur l'émission entre quand on joue piano, mezzo forte ou fortissimo. Et en fait, on voit que, comme dans notre cas, donc là à droite, j'ai remis nos mesures à nous. Donc, nous, on avait une différence énorme entre si on joue de la clarinette à 90 ou à 105 décibels. Donc là, c'était que sur une personne. Lui, il a aussi le même constat d'une corrélation positive sur les instruments à hanche simple.
où donc le piano est très inférieur au mezzo forte, qui est inférieur au forte. Après, je justifie ça par que sur les instruments à tube droit, quand on fait une nuance plus forte, on va avoir une pression, donc un débit d'air qui va être plus élevé, et donc plus d'aérosol produit. Et après, par les instruments comme la flûte, par exemple, il dit qu'une pression plus forte va entraîner plus de dépôt ou de fuite d'air, car il y a un impact plus fort. Donc la concentration va être moins élevée. Et pour des instruments comme les cuivres et la clarinette basse, il n'y a pas de corrélation claire. Il dit qu'il y a une corrélation de ces deux phénomènes-là. Voilà. Après, sur les tailles, bon, là, c'est différents travaux, mais on voit qu'il commence à y avoir vraiment des tendances dans la littérature sur le chant, on observe à peu près la même chose à chaque fois, c'est qu'il y a une majorité de particules qui est inférieure à 1 micromètre et très peu qui sont supérieures à 5 microns, donc quasiment pas. C'était aussi le cas dans nos travaux, puisqu'on n'avait quasiment pas... on avait très peu de particules qui étaient au-dessus de 1 micron, et il y avait une médiane qui était autour de 0,3 microns. Et la distribution des tailles, en général, elle est similaire aussi à la parole. Et juste comme on voit que quand on chante, j'avais montré un petit graphique au début, là on voyait les tailles, différents modes selon le lieu d'origine des particules. Et on voit que pour le chant, celles qui viennent du larynx, donc qui sont entre 1 et 5 microns, elles étaient un peu plus nombreuses, comme on peut voir par exemple là, ici, ou là dans la différence. Voilà, après, on parle beaucoup d'aérosol, mais dans le cas notamment du chant, il y a quand même tout ce qui est les grosses gouttelettes qui peuvent aussi être étudiées avec des caméras rapides ou des systèmes à laser qui permettent de compter et d'observer les trajectoires aussi des particules. Donc, par exemple, là, ce qui a été fait en Suède, où ils montrent l'évolution au cours du temps. Et ça va être super dépendant de qu'est-ce qu'on chante ou qu'est-ce qu'on prononce, notamment les consonnes qui vont avoir différentes vitesses d'air à l'émission. Et là, il y avait aussi une tendance entre la parole et le chant, donc le chant qui était supérieur à la parole, et c'était aussi dépendant de l'intensité sonore. Voilà. En termes de taille, c'est juste des extraits des publications du Minnesota et de Colorado Boulder. En fait, comme on disait, les tailles sont hyper dépendantes de la manière dont on mesure. Et par exemple, au Minnesota, ils ont calibré entre différents appareils, un qui marchait en visualisation laser et l'autre qui marchait par aspiration. En fait, ils ont fait un ratio de correction où ils multiplient. Donc, ils ont des tailles entre 2 et 3 microns, généralement, en moyenne, ce qui est beaucoup plus que ce qu'on avait mesuré, puisque nous, on avait aussi une médiane à 300 microns, à peu près. Voilà. Puis après, d'autres façons de le représenter. Colorado, ils sont aussi sur des tailles un peu moins élevées un peu inférieures au Minnesota, mais plus élevées que les nôtres. Donc, c'est vraiment dépendant selon les méthodes de prélèvement. Minnesota sont des données corrigées. Hein. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Donc voilà, les conclusions sur le chant. On a beaucoup plus de données sur le chant que sur les instruments, notamment parce que c'est les mêmes techniques de mesure que la parole, en fait, souvent. Mais on a quand même des tendances qui sont assez consolidées, donc aérosol très fin, grosses gouttelettes aussi nombreuses. La variabilité inter-individu, ça c'est pour que ce soit chant ou instrument. Le lien avec l'intensité sonore qui était déjà montré pour la parole, mais qui est vraiment confirmé sur le chant. Et donc voilà, à niveau sonore égal, le chant émet plus que la parole. Et voilà, après il y a la question aussi de combien de temps. On compare souvent à la parole, mais quand on chante plus longtemps, plus fort, on est plus nombreux, et c'est vraiment le risque étant lié surtout à de l'accumulation de particules. Il faut aussi prendre ça en compte si on veut parler de risque de transmission. Voilà, et pour les vents, donc on a différents points de convergence qui sont sur les masques et les charlottes. Donc, il y a le Colorado et le Minnesota ont aussi fait quelques essais sur des charlottes, des belles covers où ils montrent que ça réduit effectivement les émissions au niveau du pavillon. L'impact de l'intensité sonore, il y a différents travaux qui ont l'air de montrer que c'est plutôt... ça augmente plutôt avec l'intensité sonore, même si au Minnesota, ils sont plus controversés. La variabilité interindividuelle, que ce soit pour le chant et les instruments. La réaérosolisation qui fait toujours débat. Voilà. Après, vraiment, les difficultés, ça va être la difficulté de classer les instruments. Et certains vont dire que c'est plutôt... la pratique des instruments avant va être considérée comme une activité, au même titre que le chant, par exemple, et qu'on ne peut pas comparer les instruments entre eux. Et malheureusement, il n'y a pas de méthode ou de protocole de mesure qui vont être très communs entre les études. Donc, c'est difficile de comparer
selon ce que les personnes ont joué aussi. Nous, on a joué une note tenue pendant 10 secondes, il y en a qui ont joué des morceaux entiers. Enfin, selon la dynamique et les nuances, etc., c'est quand même difficile de comparer tout ce qu'on trouve. Tu veux dire ça? Oui, alors, bon, c'est pas trop l'objet de la session d'aujourd'hui, mais bon, les recommandations actuelles pour la pratique, de manière générale, enfin, hors pratique, déjà, c'est le cadre légal et les recommandations générales qui s'appliquent, mais par rapport à la pratique, on peut apparemment, quand même, de manière efficace, réduire les émissions à la source. Alors, par le port du masque permanent dès que l'on ne joue pas pour les instruments avant et éventuellement donc rajouter des belles covers sur les instruments avant à pavillon. Dans tous les cas, ça ne se soustrait pas à conserver une distanciation physique de 2 mètres pour éviter, on va dire, tout ce qui est projection de gouttelettes, balistiques et qui reste un risque. Et alors, il y a aussi les projections postillons, mais il y a aussi, comme on l'a dit, donc, il y a des fluides qui ruissellent dans les instruments. Quand on monte ou démonte son instrument, on peut éventuellement projeter ces fluides. Donc, c'est pour ça qu'il faut conserver une distanciation. Faciliter le renouvellement d'air autant que possible. Donc, on peut voir l'effet d'une ventilation mécanique, une ventilation naturelle avec des fenêtres, c'est plus difficilement c'est plus difficile de montrer l'efficacité ou le renouvellement complet d'air. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que par rapport au début, il y a 1 an où on préconisait, enfin, on voyait beaucoup de parois en plexiglas partout devant les musiciens ou autres. Donc les parois en plexiglas, ça peut être efficace, oui, pour les grosses gouttelettes. Mais pour tout ce qui est aérosol, ça va plutôt être à déconseiller puisque ça va plutôt entraîner des zones mortes où la ventilation ne va pas pouvoir, l'air ne va pas pouvoir se renouveler. Et bien sûr, il y a aussi une dimension temporelle qui est liée à la durée de jeu. Donc, il faut, enfin, il y a certains, par exemple aux États-Unis, l'équipe du Colorado, ils préconisent pour la pratique en intérieur de se limiter à une demi-heure de jeu et d'attendre ensuite un renouvellement d'air complet de la pièce avant de rejouer. Alors, juste pour rappeler quand même, donc, la prévention du risque par contact, c'est fluide, notamment pour tous les instruments du type cuivre qui ont des clés d'eau ou autres. Il faut maîtriser l'évacuation de ces fluides, éviter des projections lors du montage-démontage. Et si jamais on est en contact avec ces fluides, de nettoyer ses mains avant de toucher d'autres surfaces type poignée de porte, pupitre ou siège. Alors, les perspectives, mais je pense qu'on y reviendra plus tard, et puis je pense qu'on a dépassé un petit peu le temps. Mais donc c'est un sujet qui était quand même assez inédit, en tout cas pour nous, ça l'était complètement. Donc il y a toujours une nécessité de compiler toutes les études et d'accumuler les données afin de les consolider et de voir les vraies tendances qui se dégagent. Ça nécessite vraiment des cohortes très importantes pour voir si statistiquement c'est significatif ou non. Donc, ce qui est plus le thème d'aujourd'hui, c'est justement de voir au regard, d'avoir votre avis et votre regard sur ces travaux que nous avons pu mener ou qui sont menés par d'autres équipes pour voir quelles sont les interactions possibles avec l'acoustique des instruments de musique. Et juste pour information, on est en train de finaliser la rédaction d'un article scientifique sur les travaux que nous avons menés. Et je pense que c'est tout. Merci pour cette large vue de vos travaux. Alors, au début, je n'avais pas bien compris que vous ne coupiez pas tous les 15 minutes. Donc, voilà, désolé, je vous ai parlé au bout de 15 minutes, mais après, j'ai bien compris. On a eu des réactions dans le chat, là. Et puis, il y a Stéphane Zaleski qui souhaite parler. Oui, merci Jean-Loïc. J'ai une remarque à faire ou peut-être une question. Je pense que comme on n'a pas beaucoup d'informations sur la dose infective minimale et comme on ne sait pas non plus quelle est la charge virale des émetteurs, moi je propose que quand on fait des études de ce genre, on se positionne par rapport à une situation de référence. Mettons une situation de référence
deux personnes dans notre laboratoire qui prennent un café ensemble dans un bureau de 12 mètres carrés et pendant 15 minutes. Et quelle est la probabilité de contamination de la personne A par la personne B, supposons, voilà. Et après, à partir d'une situation de référence, on peut facilement extrapoler parce que le reste va être proportionnel à la durée, au nombre de gouttes émises par unité de temps, à la dilution, etc. Donc, si on prend une situation de référence, on peut dire des choses qui sont parlantes. C'est-à-dire, jouer d'un instrument, c'est 10 fois plus dangereux ou 10 fois moins dangereux que cette situation de référence. De même, dîner ou déjeuner ensemble dans un restaurant avec 50 personnes dans la salle, c'est 10 fois plus dangereux ou 10 fois moins dangereux, et ainsi de suite. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça permet de contourner les incertitudes sur la dose infective et sur les superpropagateurs, etc. Parce que les superpropagateurs peuvent être entrés dans le calcul de probabilité. Il y a une certaine probabilité que la personne avec qui vous prenez un café soit un superpropagateur, vous ne le savez pas a priori. Donc, ça augmente la probabilité d'infection, mais celle-ci reste connue disons, en termes d'espérance mathématique. Je vais peut-être répondre un petit peu à tout ça. C'est qu'en fait, c'est l'objet d'un troisième projet qui s'appelle le projet Opéra, qui est un outil probabiliste d'évaluation du risque par aérosol, et en fait, où on compare vraiment des situations entre elles, et où on prend en compte énormément de variabilité et d'incertitude, en fait, notamment sur la dose infectante, qui est entre 1 et n, notamment sur les concentrations d'aérosols, telles qu'on a pu le voir avec le chant, la parole, ou avec les instruments qui sont dans des bornes min-max. Et avec un certain nombre d'approches, souvent c'est des approches min-max, en fait, on compare des situations entre elles, avec les incertitudes. Et ensuite, on va comparer les modes c'est des distributions log normales, mais on va comparer les modes des distributions log normales et les paramètres des distributions entre différentes situations. Et donc ça, c'est fait, mais c'est dans un autre contexte, en fait. Mais effectivement, oui, c'est dans la continuité de ces travaux. Une fois qu'on a des données de concentration variables, il faut aller vers ça. Le problème, c'est que ça se heurte à, effectivement, la dose infectante, on ne la connaît pas, mais on sait qu'elle est entre 1 et n, de toute façon. Et dans le pire des cas, elle vaut 1, donc on se met dans le pire des cas, ça fait 1. Et puis, par contre, OK, on peut comparer des situations de risque, mais on n'aura jamais, c'est pas une loi de la nature, quel est le risque acceptable. Donc, on peut juste comparer des situations, mais on ne peut pas dire qu'une situation est dangereusement acceptable ou pas dangereusement acceptable. Parce qu'il n'y aura jamais de risque zéro, comme vous l'avez dit, il y a des super contaminateurs qui représentent une fraction de la population, qui ont des charges virales des fois 100 à 1000 fois plus élevées que la moyenne. Alors moi, je suis expert pour une procédure juridique. Et peu importe la procédure exacte, moi j'étais plutôt l'expert qui disait que c'est dangereux d'être dans un même local que d'autres gens en ce moment. Et l'expert adverse disait non, c'est pas dangereux. Il disait voilà, le type de vos situations que vous dites que c'est dangereux et que le gouvernement a eu raison d'interdire, c'est pas plus dangereux que d'être dans un supermarché. Donc, à partir du moment où, juridiquement, on vous interdisez certaines choses, mais que vous autorisez d'autres, vous pouvez être condamné parce que le gouvernement peut être condamné parce qu'il a pris des mesures arbitraires. Et donc, du coup, c'est intéressant quand même de faire des comparaisons, parce que c'est dire si telle ou telle chose est moins dangereuse que d'aller dans un supermarché. Si aller à un concert, c'est beaucoup moins dangereux que d'aller dans un supermarché. À ce moment-là, on ne voit pas pourquoi les concerts devraient être interdits. En tout cas, par exemple, des résultats qu'on a, on a fait ça sur toute une région, la Nouvelle-Aquitaine, où on a eu 130 résultats de lieux de culture qui ont donné leur jauge, leur configuration, le nombre de musiciens, s'ils sont avant ou pas, si c'est des chanteurs ou pas, le taux de renouvellement d'air dans les édifices, leur volume, la durée de présence des personnes, leur temps d'installation, etc. Et quand on compare les situations, effectivement, on peut voir que les salles de cours qui, elles, sont ouvertes sont à peu près 3 à 4 fois plus risquées qu'un musée ou un cinéma. Voilà. Mais est-ce que c'est acceptable ou non? Ça, personne ne peut le dire. Enfin, je veux dire, il y aura toujours un risque. Et après, il faut juste se dire, OK, si on autorise les concerts, on sait que sur un concert sur 1000, il y aura potentiellement un R0 supérieur à 1. Est-ce que c'est acceptable ou non? Ça, malheureusement, ce n'est pas quelque chose qu'on mesure avec un appareil. Merci.
Merci pour cette. C'est vrai qu'il y avait une autre. Ça, si vous voulez. Ouais. Ah, Les Ouais. rapports d'études. juste avant ça, je vois qu'il y a dans les commentaires une question sur ce qui se passe sur le côté. Alors, je suppose que c'était pour le masque. Oui. Non. Oui, tout à fait, c'était pour ça, oui. Au moment, ouais. Si je peux représenter l'écran, parce que ça n'a pas été mis à jour, mais C'est là. attends, Ouais, donc, il y a aussi l'équipe dont tu parlais, Romain, l'équipe de CAPA. Donc, c'est une étude, enfin une équipe en Californie, qui avait fait une étude aussi sur le. En fait, eux, ils voulaient développer un masque pour les chanteurs. Ils se sont intéressés à différentes géométries de masques. Ils ont commencé par le masque chirurgical. En fait, ils ont fait des. Oups là, pardon. Ils ont fait des mesures à différents endroits là, avec leur. C'est aussi des mesures en APS par aspiration, et donc dans une sorte d'entonnoir. Et en fait, donc ils mesurent en face, mais aussi au-dessus et sur les côtés du masque. Et donc les principales fuites qu'ils détectent, c'est quand même au-dessus du masque, mais ils en ont aussi sur les côtés et en dessous dans des proportions égales. Et ils montrent aussi au passage que la distance entre la bouche et le masque, elle va influer, puisqu'avec la distance, le flux d'air il va être moins rapide quand il va atteindre le masque, et donc augmenter l'efficacité de filtration du masque à mesure qu'on s'éloigne. C'est pour ça qu'ils recommandent aussi, notamment pour le chant, en plus de critères de confort, ils recommandent des masques avec des formes plutôt en coque. On va dire. c'était juste pour Merci. Ouais. Tu voulais rajouter quelque chose? Après, je voulais juste, alors je ne sais pas s'il peut, mais donc il y a Tristan Soubrier qui est qui est la personne qui a réalisé tout ce qui est simulation et CFD, qui nous a rejoint, qui ne pouvait pas être là au début. C'était juste pour le présenter. Je ne sais pas s'il nous entend. Oui, oui, j'entends. Je suis là. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'avais une question sur la notion d'expertise des instrumentistes et de Transparent 31, sur la concentration qui dépendait il y avait 4 ou 5 clarinettistes. Par contre, je crois que vous n'avez pas précisé l'expertise de ces clarinettistes. Est-ce que c'est lié plus ou moins à l'expertise ou pas du tout? Alors, vous l'avez bien dit à un moment donné que des débutants vont projeter beaucoup plus autour de l'embouchure. Il me semble, j'avais cru entendre ça. Et sur ces 4-5 instrumentistes-là, c'était une expertise équivalente? Alors non. Il y avait un saxophoniste qui a touché pour la première fois une clarinette, donc on va dire un amateur, mais qui s'est quand même soufflé dans un bec. 3 professionnels, on va dire, et un autre intermédiaire. Il n'y avait pas de corrélation, hein, c'est-à-dire qu'on a eu des comportements bizarres sur aussi 2 pros, enfin, c'est pas du tout linéaire, quoi. Ok. Claudia a une question. Mais moi, j'avais une question pour la flûte traversière, évidemment. En fait, vous parlez de bell cover, mais est-ce qu'il faudrait aussi mettre quelque chose au bout de la flûte, puisqu'en même temps, vous avez marqué à un moment donné tout sauf pour la flûte, que vous y reviendrez plus tard, et puis je n'ai pas l'impression que vous êtes revenu dessus. Alors, c'est un tuyau droit, donc ça ne peut pas se déposer dedans, ce que je comprends. Est-ce que du coup, il faudrait aussi mettre un petit bouchon au bout, enfin un bouchon, une... Alors, après, peut-être que Tristan il veut prendre le relais, mais c'est un cas un peu particulier, parce que comme vous le savez, il y a autant d'air qui va à l'extérieur que dans le tube. Donc déjà, ça aura une efficacité, mais ça que sur la partie qui va dans le tube, dans le résonateur. Après, a priori, oui, ça va quand même dans le bon sens. C'est-à-dire que ça va quand même réduire ce qui va ressortir par la patte. Oui, c'est ça, la patte. Et apparemment, on n'a pas fait la simulation de l'effet du bell cover sur la flûte, mais ça va favoriser aussi le dépôt dans l'instrument. Donc, ça devrait moins ressortir par les clés.
En tout cas, en Alors, termes nous, ce qu'on peut dire, ouais, c'est que dans les simulations qu'on a faites, nous, on trouve beaucoup de dépôts, soit directement dans l'embouchure, soit, enfin, même la partie qui est soufflée à l'extérieur, il y a une partie qui se dépose sur l'embouchure partie externe, et puis quand tout ce qui va à l'intérieur, on a beaucoup de dépôts. Après, les gens du Minnesota, ils ont fait des mesures, eux, et eux, ils ont trouvé à peu près la même dose d'aérosol dans une mesure à l'extérieur, à proximité de l'embouchure, et dans une mesure à l'extrémité du tube. Et nous, la seule façon de retrouver à peu près leurs résultats, c'est en supposant que tout le dépôt à l'intérieur du tube ruisselle jusqu'à l'extrémité et est réémise quand elle arrive à l'extrémité du tube. Donc c'est un ruissellement qui est possible à la fois par effet gravitaire et par effet d'entraînement du flux d'air. Oui, mais alors, vous aviez dit plus tôt que c'était que le dépôt ne se faisait pas dans les tubes droits. Donc, ce serait sauf dans le cas de la flûte. Non, on a dit, j'ai dit, dans le cas de la clarinette ou du hautbois, on a moins de dépôts que dans le cas du saxophone. J'ai comparé des instruments à hanches qui ont alors déjà une conicité, enfin une géométrie de perce interne différente et deux droites avec des géométries différentes par rapport à une qui est courbée. La flûte traversière, c'est encore un autre cas de figure. Alors justement, non, on a plus de dépôts dans un tube cylindrique que dans un tube conique. Donc la clarinette est un tube cylindrique, le hautbois est un tube conique. On a plus de dépôts dans une clarinette que dans un hautbois. Pour l'histoire des vitesses d'air qui sont pratiquement nulles aux parois de l'instrument qui est conique comme le hautbois. Et dans le saxophone, comme en plus il y a des courbures dans la culasse et dans le bocal, eh bien, ça rajoute des zones de dépôt importantes. J'avais une question, mais je ne sais pas lever la main. C'est pas bien. Ouais, c'est par rapport à l'histoire de la réémission des aérosols avec le bell cover, là. Est-ce qu'on n'a pas le même effet avec le masque? Enfin, c'est-à-dire, je vois pas trop la différence. Quand on parle, on émet aussi des vibrations, etc. On fait vibrer le masque. Moi, je veux bien que les niveaux sonores soient peut-être un peu plus importants pour les instruments avant que pour la parole, mais je suis même pas sûr. Est-ce que... Enfin, je me rends pas trop compte pourquoi les effets seraient différents. On n'a pas dit qu'il serait différent, en fait, c'est juste qu'on l'a pas testé parce que c'est un peu compliqué avec le PDV100 de viser au laser sur le masque, en fait, mais puis on n'est pas allé jusque-là. Juste parce qu'on avait des résultats, en fait, qui étaient assez étonnants, notamment sur l'évolution de la granulométrie avec ou sans protection, c'est ça qu'on a voulu aller regarder. Mais on ne dit pas qu'il n'y a pas d'effet avec le masque. Hein, Et il y a une autre hypothèse aussi sur les granulométries qui nous avait étonné là, sur le bell cover quand on fermait tous les trous, c'est qu'il y a, par exemple, l'équipe de CAPA, l'équipe californienne qui a travaillé sur le masque, ils ont aussi fait des mesures en frottant juste le masque, sans parler ou souffler dedans ou quoi que ce soit. Et en fait, ils pouvaient aussi montrer une granulométrie qui était propre juste aux fibres du masque, en fait. Donc, c'est peut-être aussi un effet qui a eu lieu avec notre bell cover quand on forçait, on fermait tous les trous et qu'on forçait le flux d'air à sortir, à passer à travers le bell cover. Ce qui n'est pas représentatif d'ailleurs d'une situation réelle de jeu. Après, pour moi, il y a deux. Enfin, concernant la réémission des particules, c'est plus facile à dire que réaérosolation. Il y a deux questions qui restent ouvertes. C'est est-ce qu'une surface humide comme un masque ou un bell cover, s'il vibre, est-ce qu'il peut réémettre? Et est-ce que les fluides qui sont accumulés sur la paroi, du fait du flux d'air, mais qui est quand même pas énorme, peut être aussi réémise? Alors ça, ce sont des idées. On a un article à finir, on prend. Et la taille de la fibre du bell cover, c'est identique au masque qu'on porte ou c'est différent?
On ne sait pas, en tout cas, c'était les masques chirurgicaux là, qu'on avait, c'était des masques normaux, c'est du polypropylène, je crois. Le bel cover qu'on avait, c'était. En fait, l'intérieur c'était en 2 couches. L'intérieur était hydrophobe et c'était du polyester, 100% polyester. Et l'extérieur était en 60% viscose et 40% coton. On n'a pas de comparaison par rapport à des masques. Mais ils ont été testés par la DGA, la Direction Ouais. Générale de l'Armement, et ils répondaient à la catégorie. Catégorie 1, en fait, les masques grand public. Je veux dire, Ok, il y a une question. Ouais. c'est ça. C'est les belles covers qui répondent à la catégorie 1, c'est ça? Le fabricant des belles covers faisait aussi des masques avec exactement la même composition. Et donc, ils ont fait tester les masques pour les vendre en catégorie 1. Et donc, du coup, c'était comme quand c'est testé, en fait, c'est testé en forme de. Ils prennent juste un bout de tissu en disque et ils le mettent sur un dispositif. Du coup, on considère que c'est juste l'efficacité du média filtrant. Donc, ça devrait être la même, quelle que soit la forme que prend le tissu après. Et Michael nous montre le bel cover utilisé. Magnifique. Il y a une question de Manouk. Ouais, non, c'était même plus un commentaire par rapport justement à ces écoulements au travers de tissus, disons. Et je voulais juste partager mon écran 2 secondes. Alors, je ne sais pas si vous voyez ici. Ici, c'est Oui, des on voit bien. images qu'on a avec la caméra infrarouge. Peut-être j'en parlerai tout à l'heure un tout petit peu. Mais par rapport justement à la belle cover, j'ai l'impression que dans ces milieux qui sont finalement des réseaux de fibres qui s'entremêlent, même s'il y a plusieurs couches, comme dans le cas ici des masques chirurgicaux, quand on souffle gentiment, là, c'est sur la gauche, et qu'on souffle de plus en plus fort, ce qu'on voit, c'est une hétérogénéité de l'écoulement au travers du masque. Et donc là, au départ, en fait, vous avez un écoulement, on va dire, doux autour du masque, et tout est contrôlé par la poussée d'Archimède parce que vous avez un souffle chaud. Dès que vous soufflez un peu plus fort, alors là, il faut souffler fort pour que ça apparaisse, mais vous avez effectivement des jets qui sortent de manière hétérogène. Alors souvent, là où il y a des plis, mais pas que. Et bien sûr, il y a la fuite qui a lieu dans les zones près du nez. Donc là, dans la belle cover, je ne sais pas, est-ce que vous avez essayé de regarder les écoulements au travers du tissu lui-même? Parce qu'il devrait exister ce type d'hétérogénéité si l'écoulement est fort, l'écoulement aérien. Mais j'imagine là, dans ce que vous avez dit par rapport à la clarinette, c'est léger en fait. Ce n'est pas un souffle très, très, très important. Non seulement l'écoulement est de toute façon à travers le pavillon, il est pas fort. Et en plus, quand on met le bell cover, ça rajoute une perte de charge et ça tend à modifier l'écoulement et il tend à plutôt sortir par les clés que sortir par le pavillon. D'accord. Ok. Alors, il y a Benoît Fabre qui a une question. Ou un commentaire. Oui, merci, bonjour, bonjour à tous. C'est toujours sur cette histoire de bell cover, donc la réponse vient d'arriver sur, effectivement, dès qu'on met ce bell cover, l'écoulement principal va avoir tendance à sortir par les trous ouverts, donc trous latéraux s'il en est. Le deuxième volet de la question qui m'intéressait, c'est l'effet acoustique de ce bell cover. Est-ce qu'il est, j'imagine, sensible quand on est tout trou bouché et probablement imperceptible dès lors qu'il y a au moins 1 ou 2 trous ouverts avant d'arriver à l'extrémité du tube? Il n'est pas perceptible même quand tout est fermé. Il n'a pas été mesuré, mais. Enfin, il n'est pas mesuré, mais la sensation quand on joue, c'est qu'on ne sait pas quand il y a le bell cover ou quand il n'y a pas le bell cover. Ok, très bien. Merci. Et en tant que spectateur ou auditeur? Oui, en salle blanche, on n'entendait rien. Alors, pour être honnête, on n'a pas fait de test psychoacoustique, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a une réduction quelconque du niveau acoustique. D'autant plus qu'il y en aurait une, ça serait principalement que sur la note où tout est bouché. Et on a déjà une différence, enfin, c'est assez inhomogène la note qui sort par le pavillon et par ce qui sort par les trous latéraux sur un instrument déjà traditionnel. Peut-être que ça limite la différence. Et juste pour revenir sur la simulation que Tristan a fait avec le bell cover, donc,
on voit qu'il y a plus qui sort par les clés, parce qu'il n'y a presque plus rien qui sort par le pavillon, mais il y a aussi plus de dépôts. Donc, il ne faut pas non plus penser que tout ce qui ne sort plus par le pavillon sort par les clés. Voilà. Donc, il y a encore un petit blanc que je vais essayer de combler. Ça revient un petit peu à la question initiale et le lien avec le CO2. Est-ce que vous avez fait des essais en faisant jouer des instrumentistes dans une pièce et en essayant de voir le taux un peu global et voir le lien avec des purificateurs d'air ou des choses comme ça, ce qui pourrait être utilisé, je pense, aux écoles de musique, par exemple, où c'est difficile de demander à chaque instrumentiste d'avoir un équipement. Voilà. Alors, je vais commencer et peut-être que Tristan voudra compléter. Donc, ce qu'on a fait à la Philharmonie, comme vous l'avez vu, c'était dans une grande salle et qui était assez bien ventilée. On était en septembre, donc à l'époque, on ne parlait pas de test ou vaccin, et on a fait jouer comme un grand nombre de personnes ensemble, donc on ne pouvait pas leur demander de faire les essais en coupant complètement la ventilation. Il y a des travaux qui sont faits par ailleurs sur l'efficacité des purificateurs d'air, notamment en Allemagne, par professeur Kehler, qui a aussi fait les premiers travaux en PIV, en imagerie laser. Des échanges qu'on a pu avoir avec d'autres partenaires ou les États-Unis, c'est que ça peut être bien pour des petits espaces potentiellement qui n'ont pas d'autres sources de renouvellement d'air. Encore faut-il bien faire l'entretien des filtres ou autres pour s'assurer que l'efficacité reste. Après, quand c'est dans les plus grands espaces et avec, je sais pas, des tables, du mobilier ou autre, c'est beaucoup plus difficile d'évaluer l'efficacité parce que ça va peut-être renouveler certaines zones par préférence et pas du tout l'ensemble. Après, pour le capteur de CO2, c'est un bon indicateur parce que même si les masques ou les bell covers peuvent filtrer les aérosols, et ben, on continue d'émettre du CO2. Donc, ça peut donner un niveau d'indication. Au bout de combien de temps il y a un certain niveau de CO2 donné, donc il faudrait renouveler l'air et ça peut aussi donner un indicateur sur au bout de combien de temps l'air est suffisamment renouvelé. Et là, justement, je ne sais pas si Tristan veut le dire, mais c'est parce qu'il y a aussi des simulations de salles, notamment de salles de conservatoire que Tristan est en train de finaliser, suite à une enquête qu'on a fait auprès des salles types des différents conservatoires de France. Et je ne sais pas si tu veux expliquer l'idée, Tristan. Ouais, donc on distingue deux types de salles, des salles dans lesquelles il n'y a pas de ventilation mécanique. Donc là, on voit bien qu'aller faire des simulations sur ce type de salle, c'est assez compliqué parce que c'est un équilibre très très dépendant des conditions thermiques, etc. Après, l'ouvrir des portes ou des fenêtres, ça dépend de l'orientation, du sens du vent, de l'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur, etc. Donc, ce qu'on a fait sur ce type de salle, c'est uniquement de mettre en place, je dirais, une convection naturelle liée au dégagement de chaleur corporelle et montrer un peu ce qui se passe dans ce type de salle en régime permanent au niveau de la contamination au CO2. Et plutôt pour montrer, ce qu'on voit, c'est que ça se répartit assez bien dans la salle. Donc, il n'y a pas spécifiquement d'endroit à recommander pour positionner un capteur de CO2 qui, moi, dans mon esprit, sert plutôt à établir le temps nécessaire pour renouveler l'air. Que autre chose, sachant que on ne peut pas donner une indication de ce temps-là pour toutes les situations, puisque là, ça va dépendre, pareil, voilà, on va ouvrir les fenêtres, on va ouvrir les portes, mais si on se trouve à l'équilibre thermique entre l'intérieur et l'extérieur, il ne va pas se créer grand-chose. S'il n'y a pas de vent, on va mettre plus de temps que si tout d'un coup, il fait beaucoup plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur, et puis il va se créer un courant d'air assez rapidement. Et donc, l'air va se renouveler rapidement. Donc ça, c'est un premier cas, c'est les salles dans lesquelles il n'y a pas de ventilation mécanique. Et puis, on a un deuxième cas, des salles un peu plus grandes, dans lesquelles en général, il y a de la ventilation mécanique. Et là, on est en train de regarder justement
2 types de ventilation, du soufflage par le plafond, reprise par plafond, et un deuxième type, c'est soufflage par un mur et reprise par le mur opposé, pour voir ce que ça change avec voilà, une occupation assez importante de la salle, un ensemble de type 25 musiciens, et puis regarder comment est-ce qu'il y a des zones mortes, est-ce que je dirais, le taux de renouvellement d'air local est égal au taux de renouvellement d'air moyen un peu partout, au contraire, est-ce qu'il y a des déséquilibres importants, et auquel cas il faudrait faire un peu attention.